Toutes et tous, donc Julien Demichel, je suis chef de projet et responsable du service soutien aux entreprises à la COV. Avant toute chose, et parce qu'il est encore temps, même s'il reste plus beaucoup de jours, je me permets de vous souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse nouvelle année. Alors, je suis bien Merci. évidemment ravi de vous accueillir si nombreux ce matin pour participer à notre deuxième webinaire intitulé Une offre commerciale réussie et adaptée au territoire. Il est vrai que le commerce est durement impacté par la crise sanitaire et économique que nous traversons. C'est aussi, il faut le dire, un secteur d'activité qui a su démontrer une extraordinaire capacité d'adaptation. C'est le moins qu'on puisse dire. À n'en pas douter, pour le commerce, il y aura, je crois, un avant et un après. Et j'ose croire là aussi que l'après laisse entrevoir de bien plus belles perspectives que l'avant. J'espère que c'est effectivement un secteur qui aura su se renouveler et j'en suis même absolument convaincu. Cette crise a fait émerger de nouveaux outils qui ouvrent un nouveau champ d'action pour le commerce de proximité. Alors, on parle beaucoup de vente en ligne, de e-commerce, de click and collect. C'est des termes qui reviennent un peu en boucle. L'usage qui est en effet aujourd'hui ne sera peut-être pas celui qui sera retenu pour l'avenir, et c'est peut-être très bien comme ça. Mais il n'en reste pas moins que c'est une nouvelle corde qui est apportée à l'arc des commerçants de proximité. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais au-delà des outils, évidemment, c'est le moment où quelqu'un m'appelle sur mon téléphone. Au-delà des outils, il y a aussi une réelle prise de conscience, je crois, des consommateurs. Là aussi, il y a des termes qui reviennent en boucle, hein, consommer local, retrouver le sens des choses. Mais là encore, je veux croire qu'il y a derrière tout ça un vrai élan de solidarité et une vraie prise de conscience du consommateur quant au rôle qu'il peut jouer dans le soutien et la dynamisation commerciale du territoire. Quand on achète chez son commerçant de proximité, on ne fait pas qu'une dépense, on participe pas uniquement à une économie globale, on participe aussi à la vie d'un territoire, à la vie d'un village, d'un cœur de ville. Et tout ça, ça a aussi son importance. Je trouve que beaucoup de gens l'ont touché du doigt voilà, dans ces périodes que nous traversons en ce moment. Sans plus attendre, et parce que vous n'êtes pas venu m'écouter moi, hein, je vais redonner la parole à Alexandra. Vous souhaitez à toutes et tous un bon webinaire, que celui-ci vous soit bien évidemment utile. N'hésitez pas à poser des questions, c'est le moment, et surtout ne perdez pas de vue que ces webinaires ont aussi pour vocation de faire connaître les compétences et les offres d'accompagnement qui sont proposées sur le territoire par l'ensemble des acteurs qui œuvrent à nos côtés, côté de la COV, pour le développement local et dont vous pouvez à chaque instant bénéficier, voilà, pour réussir votre projet. Donc j'espère qu'encore une fois, ces échanges ce matin vous seront utiles. Il y a encore 10 autres webinaires à venir sur d'autres sujets. Là encore, j'espère que le public sera au rendez-vous parce que il y a une offre d'accompagnement qui est très importante et très intéressante sur notre territoire. Il serait dommage que tous ceux qui ont une idée ou un projet ne puissent pas en bénéficier. Voilà, j'en finirai là-dessus et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne matinée. Merci Merci, beaucoup. vous aussi. Merci bien. Alors, donc, juste je vais recadrer un petit peu au niveau technique. Donc, on vous propose de couper les micros et les caméras durant la présentation. Donc, dans tous les cas, on mettra une vignette pour la présentation. Vous pourrez poser vos questions dans la partie discussion. Donc, on va présenter chaque slide et courant de la présentation du slide, et si vous avez des questions qui arrivent, posez-les dans la discussion. On les prendra à la fin. Voilà, dans tous les cas, le support PowerPoint vous sera envoyé après le webinaire. Et il y aura également un replay de proposé qui sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de la Provence Créative. Donc, je vais partager le document et donner la parole aux animateurs. Donc, juste le temps de reprendre mon document et d'introduire le sujet. Alors, hop. Pourquoi j'ai cette fenêtre-là? Hop, là, comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons présenter l'offre commerciale réussie adaptée au territoire, de l'approche stratégique aux outils pratiques pour toucher ma cible. Donc en animation, nous aurons Sabrina Bordiga, qui est consultante en création d'entreprise Auril à Carpentras, et Frédéric Billon, qui est consultant à Lecti. Donc je laisse la parole aux animateurs. Bonjour, j'espère que vous allez tous à peu près bien dans ce contexte. Voilà, on va vous parler
de stratégie commerciale réussie. On ne va pas, bien entendu, dans le cadre et dans le temps qui nous est imparti, être capable de rentrer dans des super détails. On va essayer de mettre en place un certain nombre de fondations qui, même si elles sont générales, sont essentielles. Donc, on va un petit peu faire une partie de ping-pong entre moi et Sabrina par rapport à une espèce de théorie et puis plutôt du côté de Sabrina, la connaissance du territoire, la connaissance des acteurs locaux. Et puis, on va dérouler, et puis vous interviendrez, comme le dit Alexandra, par des questions pendant la présentation, à la fin des slides. Et aussi, vous pouvez poster des choses par écrit sur la discussion. Première chose, qui est quelque chose que on a tendance à perdre de vue quand on se lance dans quelque activité que ce soit, c'est que celui qui vous fait vivre, c'est le client. C'est celui qui vous achète le produit, mais c'est aussi celui qui va le consommer. Hein, parce que, bien entendu, on peut avoir une définition assez large de ce qu'est le client. Et qu'il ne suffit pas simplement de bien concevoir en amont, c'est ce qu'on appelle le marketing, la stratégie qu'on va adopter, le plan d'attaque qu'on va adopter pour atteindre ce client. Il ne suffit pas d'avoir été capable de vendre, et au passage, je serais même tenté de dire être capable d'être payé, parce que vendre, c'est une chose, être payé, c'est une deuxième chose. Et croyez-moi, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs qui ont profité de ces moments de Covid pour récupérer tout l'argent qu'ils avaient dehors, parce que c'était la seule chose qu'ils avaient à faire finalement. Donc, récupérer l'argent, le vendre. Et puis, ce qu'on appelle l'après-vente. Mais l'après-vente, c'est être capable de mesurer la satisfaction des clients après avoir vendu le produit et surtout ne pas le perdre. Je dirais que dans l'idéal, on a un modèle dans lequel on a des clients récurrents. Si vous êtes dans une activité, par exemple, de commerce de proximité, quand vous êtes dans une activité de restauration, par exemple, vous comprenez très, très bien que votre capacité à garder, entre guillemets, ou à capturer le client et puis à répondre éventuellement à ses problèmes, à ses soucis. On dit toujours qu'un client quand on a une réclamation, votre capacité à répondre à cette réclamation, votre capacité à apporter une réponse positive va être plus forte que finalement la satisfaction directe du client, si je me fais bien comprendre. En fait, ce que je veux décrire à travers ce cycle-là, c'est de dire le client, il faut l'accompagner depuis le début jusqu'à la fin et alimenter en permanence l'adaptation de votre offre au feedback, c'est-à-dire au retour que va vous apporter vos clients. Aujourd'hui, on vit dans un monde où cette boucle, cette capacité à adapter le produit, à le faire évoluer, on change beaucoup, on évolue beaucoup. Je pense qu'il faut garder en tête cette boucle vertueuse, parce qu'il ne faut pas rester figé quand on est dans un métier, dans quelques métiers. Il faut toujours être capable d'écouter et d'enrichir son offre avec le feedback du client. Bon, pour le coup, je rebondis, hein, Frédéric. Tu as dit tout ce qu'il fallait. Tu as piqué mon mot de la boucle vertueuse. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment une symbolique, cette boucle vertueuse. La satisfaction client, ça rejoint aussi la relation client. Je vais peut-être plus l'étayer avec un exemple que j'ai pu avoir donc en cours des accompagnements. J'ai suivi une personne qui perdait ses clients, en fait. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle recherchait des clients, elle faisait de la prestation de service, mais par contre, derrière, il n'y avait pas de retour. Donc,
vous voyez bien que dans le slide, on a bien le marketing, la vente et l'après-vente. Donc, en fait, tout le côté après-vente, elle ne l'avait plus parce qu'elle ne faisait pas de suivi. On a juste mis en place une relance téléphonique, mais on va dire 3 semaines, un mois après la prestation effectuée. Mais c'était juste pour savoir comment les gens avaient trouvé la prestation, s'ils étaient contents. Mais du coup, elle a gardé un relationnel. Et pour certains, en fait, le fait d'avoir rappelé, ça y a permis aussi de pouvoir avoir d'autres opportunités de travail. Donc, ça maintient le travail, mais ça maintient aussi la relation. Alors, comme on parle de stratégie, donc ici, ce slide, vraiment, c'est un encouragement pour vous à essayer de mettre en place un certain nombre de plans en amont, ça sera le marketing, de plans de vente, hein, une organisation, une approche commerciale, hein, des canaux, des vecteurs commerciaux, et aussi ne pas oublier de mettre dans votre stratégie des plans de suivi après-vente. Voilà, c'est très important. Et quand on parle de plan, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine méthode ou une certaine structure dans la façon dont on va conduire ça. On n'improvise pas toutes ces choses-là. OK? Alexandra, tu nous aides? Tu nous passes le prochain slide? Voilà. Alors, au cœur de la… Peut-être, Frédéric, peut-être Ouais. les personnes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser hein, dans l'espace discussion, donc je les verrai. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas, mais surtout n'hésitez pas si vous souhaitez rebondir ou avoir une petite précision sur les informations qui vous ont été données. Voilà. Merci, Frédéric. Alors, l'étude de marché, alors, comment dire, il faut un peu démystifier l'étude de marché parce que, comment dire, c'est souvent un exercice auquel les entrepreneurs ont du mal à se lancer. Ils ont un peu peur que ça soit un truc trop lourd, trop compliqué, trop complexe, et puis ils ne savent pas par quel bout prendre le sujet et tout ça. Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est que comment dire, il faut vraiment faire super attention à ses intuitions ou à ne faire confiance qu'à son propre jugement, c'est-à-dire de lancer un business sur la base de ah bah tiens, moi je suis convaincu que voilà. Alors c'est bien d'être convaincu, c'est bien d'avoir des convictions, bien entendu, mais c'est encore mieux de pouvoir les mettre à l'épreuve d'une certaine réalité du marché. Ok. Alors l'étude de marché, c'est ça. Alors c'est utile pour vous pour comprendre la réaction de l'environnement et puis du marché à vos propres idées, mais c'est aussi un outil ou un document qui va être essentiel dans votre discussion avec des potentiels financiers, hein, des gens qui vous prêtent de l'argent, des organismes, et on en connaît un certain nombre qui offrent des prêts d'honneur, ou des financiers. Hein. Donc, je crois qu'il faut démystifier le truc, mais qu'aussi, il faut se dire, au-delà de ça, il faut le faire. Il faut le faire, mais ça ne veut pas dire nécessairement un document de 50 pages avec des coûts faramineux. Bien entendu, on peut toujours le sous-traiter, mais le sous-traiter, ça serait aussi une erreur parce que ça veut dire qu'on ne s'approprie pas nécessairement la compréhension qu'on a de ce que l'étude de marché révèle effectivement de votre offre et de votre savoir-faire. Il y a bien entendu dans une étude de marché, on essaie de comprendre le potentiel que pourrait avoir votre produit. On analyse le client, on analyse la concurrence, on analyse le cadre réglementaire, la législation, on analyse la distribution. Hein. On essaie de voir si on est par exemple, dans un univers de restaurants, on va regarder combien il y a de restaurants dans le périmètre, à quel type de population il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse plutôt à des jeunes, à des personnes âgées? Est-ce qu'il s'adresse à
ce qu'on appelle des CSP+, c'est-à-dire des gens qui sont dans la catégorie socio-professionnelle. Donc, il va falloir définir ce qu'on appelle le client cible hein, de votre projet. Alors, il y a des bouquins marketing avec plein de vocabulaire et plein de théories. Mais on peut utiliser le nom de profil persona, mais utilisons tout simplement le nom de client cible idéal. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Sabrina? Alors, pour le client cible idéal, moi, je vais peut-être rajouter par rapport au territoire, hein, puisqu'on est sur la COV et sur Carpentras. Il faut faire vraiment assez attention avec… bon, on est basé sur Carpentras, mais il faut faire attention à la concurrence qui va être cette zone d'Auchan-le-Comté, qui va être, on va dire, un peu plus bas de gamme. Donc, il faut vraiment faire le poids, mais on le verra surtout dans le deuxième slide. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur l'étude de marché? Donc, bien sûr, comme disait Frédéric, la meilleure façon de pouvoir savoir si son projet va marcher, c'est de le tester, hein. C'est d'aller le tester. Ouais. Voilà. Et une fois qu'on l'a testé, en fait, on peut avoir un retour, on peut faire un feedback pour savoir s'il peut y avoir une amélioration, si on peut l'améliorer, et que ce soit sur les canaux de vente ou d'autres choses. Donc, c'est vraiment l'étude de marché, il faut vraiment le prendre comme la préface, hein, la phase test pour savoir si le projet va marcher. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a plein d'études. Enfin, il y a plein de méthodes pour l'étude de marché. Il ne faut pas se baser sur, on va dire, la méthode du moment. Il y a plein d'outils. Et il faut choisir les outils qui sont adaptés à votre projet. Alors, oui, vas-y. Ouais. Je travaille notamment pas mal avec des étudiants qui créent leur entreprise et donc qui travaillent sur des créations de projets ex nihilo. Hein. Et en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui est, comment dire, assez inhibant pour beaucoup de gens de se lancer sur le marché et de faire des études. Il y a deux types d'études. Il y a ce qu'on appelle les études qualitatives. C'est-à-dire, vous connaissez, vous avez une idée assez précise de ce que c'est que votre client cible. Et à ce moment-là, vous avez un concept de produit. Okay. Moi, je vous encourage à tester ce concept de produit assez rapidement, même si le concept n'est pas finalisé, parce que, comment dire, ça peut être un retour essentiel pour vous permettre de recadrer votre projet et le mettre sur des bons rails. J'ai travaillé il y a quelques mois avec une jeune femme qui créait un produit de mode, ok, et qui était très, comment dire, qui n'osait pas montrer son produit, ok, qui n'osait pas montrer son produit parce qu'elle avait peur qu'elle soit copiée et tout ça. Mais je lui dis, mais alors, autour du produit, il y avait tout un tas de revendications autour du fait que c'était un produit écologique ou fait avec des produits, comment dire, respectueux de l'environnement et tout ça, ce qui était très, 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 très bien. Mais comme c'était un produit de mode, je lui dis fondamentalement, il faut que ça plaise. Okay, donc, tout l'argumentaire autour de les revendications environnementales, il passe au second plan par rapport au fait qu'il faut que le produit plaise. Et donc, pour ces études qualitatives, on n'est pas obligé d'avoir comment dire, des centaines de clients. Je pense qu'il faut faire appel à son environnement, à ses voisins, à ses amis, aux gens qu'on connaît, aux bouche à oreille, pour essayer de récupérer de la part d'une cinquantaine de personnes. Vous allez voir, c'est très riche. Mais par contre, il ne faut pas le faire de façon complètement improvisée comme ça. Il faut avoir une certaine méthode. Il faut avoir un questionnaire en disant voilà les trucs qu'il faut que je vérifie au travers de cette étude qualitative. Donc, Frédéric, nous avons quelques questions. Ouais. Si tu veux compléter, enfin, si vous voulez compléter tous les deux. Donc, il y a Mélanie qui demande s'il y a des organismes qui peuvent les aider à faire une étude de marché. Est-ce que vous pouvez en citer un petit peu? Non? Du coup, je vais répondre. Bon, Frédéric et moi, on peut aussi travailler
là-dessus, sur l'étude de marché, hein, on est là pour ça. Donc, on peut vous aider sur l'étude de marché. Comme disait Frédéric tout à l'heure, il y a des organismes qui font les études de marché pour vous, mais qui sont payantes. Et dans ce cadre-là, en général, vous ne vous appropriez pas l'étude de marché et du coup, ça vous met, on va dire, de côté. Je pense qu'une étude de marché, c'est bien de l'intégrer dans son process de démarrage de projet. Après, il va y avoir, si mes souvenirs sont bons, il y a les centres de formalité comme la chambre de commerce qui fait aussi, la chambre de métier peut-être. Voilà, donc il y a plein d'organismes qui peuvent vous aider sur les études de marché. J'ai vu aussi en question comment trouver les clients. Donc là, c'est, comme disait Frédéric, une fois qu'on a notre persona, notre profil persona, en fait, c'est là où on va définir les clients. Donc on peut avoir des clients plus physiques et des clients, on va dire, plus dans le digital. Est-ce que tu pourrais repréciser le persona? C'était pas. Le persona, en fait, ça va être le client type, votre cible client. Voilà. Et tu peux même lui donner un nom. Tu peux dire c'est Sophie, 40 ans. Peut-être des critères par rapport à un type de clientèle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire d'essayer de définir, bon, si tu fermes les yeux et que tu les rouvres et que tu dis, voilà typiquement la personne qui achèterait mon produit, quelle pourrait-elle être? Et donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que quelques stratégies marketing qu'on met en place, si on ne vise pas au milieu, c'est-à-dire si on n'a pas défini le centre de la cible, on a toutes les chances de la louper, la cible. Hein. C'est toujours facile, c'est plus facile en tout cas pour moi de viser au milieu et puis de toucher à côté. Mais si je ne vise pas le centre, j'ai aucune chance de me rapprocher un tant soit peu de ma cible. Et donc, c'est très important d'être capable de façon assez simple, hein, d'être capable de définir qui est cette personne ou qui sont ces personnes-là. D'accord? Après, c'est aussi un processus itératif, comme je le dis. Hein. Il est tout à fait possible que vous interviewez des gens qui correspondent à votre cible présumée et que vous vous rendiez compte que soit le concept que vous avez imaginé n'est pas tout à fait adapté, qu'il faut le corriger pour le rendre plus pertinent, ou alors que vous êtes carrément trompé de cible. Hein. Et donc, ce que je veux dire surtout, c'est une étude de marché bien organisée. C'est une étude de marché qui est d'une certaine façon évolutive, qui va assez tôt vers le client possible et qui va enrichir sa connaissance très vite. Voilà. La deuxième chose, c'est à laquelle je voulais réagir, c'est que il y a aussi ce que vous pouvez trouver sur les étagères d'un certain nombre d'organismes. Ce sont des études toutes faites sur des secteurs d'activité. D'accord? Je sais parce que Alexandra et Sabrina m'ont communiqué. Il y avait une étude qui a été faite sur, par exemple, les restaurants dans la région de Carpentras ou les pizzerias. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a des études toutes faites qui vont vous dire, ben voilà, c'est ce qui se passe, c'est la concurrence, c'est le nombre de magasins. Donc, ce genre d'études existent. Elles existent. Il y a des organismes comme Xerfi, Créatest, dont j'ai parlé avec Sabrina, qui, moyennant finance, peuvent vous vendre une étude sur un secteur. Mais cette étude ne répondra pas à votre problématique qui est votre problématique de est-ce que mon produit est bien adapté à ma cible? Est-ce que j'ai bien compris comment je vais interagir avec cette cible? Et donc, c'est pour ça que le terrain, avant de vous lancer, exposez-vous au terrain, confrontez-vous au terrain, écoutez le terrain. Frédéric, je te coupe. Excusez-moi, Alexandre. Donc, j'ai vu qu'on avait plein de questions. Je vais répondre à quelques-unes et après, on va peut-être passer. Comme tu disais, Alexandra, on va garder les questions et on pourra y répondre après au coup par coup aux personnes. Puisque du coup, c'est quand même déjà 10h24. Il reste quand même pas mal de slides à… Je sais, je suis trop bavard. donc j'ai Mme Méligandi qui disait quels sont les outils pour faire les études de marché.
Donc, il y a différents outils et comme je disais, c'est adapté en fonction du produit et du projet de la personne. Donc, on parlait des questionnaires. On peut avoir des questionnaires à digitaliser ou on peut faire des enquêtes produits en face à face. Donc, on ne va pas poser forcément les mêmes questions. Ou pour faire un persona, on peut travailler sur le Foncast. Avant de faire une étude de marché, on peut travailler sur le Pestel. On peut travailler sur plein d'outils. Mais ça va dépendre de la personne et du projet. De toute façon, tout ce qui va être les outils, on va avoir un slide où il va y avoir les éléments. Donc, Frédéric parlait de Xerfi et Créatest pour les études. Il y a aussi BPI France qui font des dossiers projecteurs. Ça va vous coûter cher. Hein. Enfin, je veux dire, ça va vous coûter. On ne parle pas d'études bon marché, quoi. Hein. Voilà. Moi, quand je vous parle de BPI France avec le dossier projecteur, mais on en reparlera tout à l'heure, c'est des dossiers qui coûtent à peu près 16 €, mais qui donnent, on va dire, une tendance nationale. C'est pas cher. Voilà, mais ça donne une tendance nationale. Donc déjà, ça peut vous donner un appui pour pouvoir après vous affiner sur votre zone de chalandise. J'ai déjà fait une étude de marché, mais effectivement, comment démarcher les clients de manière efficace. Donc ça, c'est pareil. Ça va dépendre de votre produit. On peut travailler sur une trame enquête spécifique à votre produit. C'est difficile de répondre comme ça dans l'absolu. Hein, voilà, là, c'est vraiment, voilà, il faut prendre la personne. On peut en parler un peu plus tard. Ouais. Voilà. Là, en fait, on ne peut pas prendre en globalité. Hein. C'est à chaque projet, c'est spécifique et c'est personnalisé à chaque projet. On ne peut pas donner une trame classique parce qu'on risque de tomber à côté, comme disait Frédéric tout à l'heure. Faut-il aller voir les concurrents pour leur demander des infos? Non. Alors, non, parce que forcément, ils vont vous prendre en concurrent, ils ne vont pas forcément vous donner les bonnes infos. Par contre, pour certains produits, pour certains clients, je leur ai demandé de faire le client témoin, de faire le test. Ah voilà. Oui, voilà, c'est ça. Y aller de façon anonyme et de façon… Voilà. Je vais tester le produit de mon concurrent et de là, je vais voir qu'est-ce qui fait qu'il se démarque ou qu'est-ce que moi, je peux apporter qui va me démarquer et qui va faire que les clients vont aller plutôt vers moi que plutôt… Ouais. Voilà. Dans ce cadre-là, c'est même une très bonne idée d'évaluer un petit peu les failles de nos concurrents par rapport notamment à des notions de service et des choses comme ça. Hein. Là, vous allez pouvoir parler. Faites-le de façon hyper anonyme, bien entendu. Et là, vous verrez les forces et les faiblesses de votre concurrent et vous, ce que vous pouvez apporter pour vous démarquer. Peut-on faire un questionnaire et le poster sur les réseaux sociaux pour nous aider à définir notre cible? Pourquoi pas? Oui. Et en général, vous pouvez même créer des groupes spécifiques. Ça peut être très, très intéressant. Je n'ai pas dans mon entourage de personnes qui ont fait ma cible. Je fais comment? Donc ça, c'est Mathilde Laurent. Je fais comment pour les trouver dans le cadre de mon étude de marché? Je précise, je fais de l'artisanat d'art. Vous allez dans les salons, les foires spécifiques. Ouais, ou alors, moi j'habite à côté de l'Île-sur-la-Sorgue. Hein, ah ben là… Mathilde, je peux probablement imaginer qu'il y a au moins une dizaine de magasins que tu peux visiter avec tes produits et de le tester avec eux, enfin de leur demander une réaction. D'autant plus qu'en ce moment, ils ne doivent pas avoir beaucoup de clients, donc c'est le bon moment pour aller les voir, quoi. Enfin, je ne sais pas si il n'y a pas une seule réponse à cette question, mais c'en est peut-être une. Hein. C'en est peut-être une et qui peut marcher. Donc, voilà au moins 2 idées, quoi. Et si le service proposé n'existe pas encore, pas de concurrence, donc comment se positionner pour être crédible? Alors, on va revenir là-dessus, Florence. Mais en soi, c'est une très, très bonne opportunité. Hein. Si tu arrives avec un truc que personne n'a fait, voilà, c'est un challenge parce qu'il faut le faire connaître, mais en même temps, c'est une opportunité parce que tu vas être la première à le proposer. Cela étant, l'opportunité peut devenir dangereuse si tu n'es pas capable de protéger ensuite tes arrières, c'est-à-dire de faire en sorte que ce que tu fais, tu le protèges. Alors, soit tu peux le protéger par la protection intellectuelle auprès de l'INPI ou autre, mais en général, c'est par l'INPI qu'on passe. Hein, si
si ce que tu proposes peut être supporté par un certain nombre de brevets ou de dépôts de dessins ou de modèles, des choses comme ça. Okay, mais la meilleure façon de protéger ce qu'on fait et de ne pas être dépassé par la concurrence, c'est de toujours innover. C'est de toujours reprendre la boucle qu'on signalait au départ, qui est de dire qu'est-ce que les clients m'apprennent et comment je peux améliorer mon produit et garder un petit coup d'avance. Pas nécessairement un trop gros coup d'avance, parce que si tu avais un trop gros coup d'avance, tu n'aurais plus grand-chose à dire après pour continuer à t'améliorer en permanence. Il est plus intéressant de garder un tout petit coup d'avance et améliorer comme ça graduellement, petit à petit. Hein, de gérer un petit peu ta façon de monter en gamme. Voilà. Voilà ce qu'on pourrait dire sur ces questions-là. Alors, voilà. On a voilà. passé Non, voilà, justement. Alors, il y a deux idées là-dessus. Peut-être que ce n'est pas un très bon slide parce que quand il y a deux idées, on risque de s'y perdre un peu. La première idée, c'est que chacun de vous doit être capable d'écrire sur une page A4, hein, qu'est-ce qui fait que mon produit est unique? Alors, j'aime pas trop l'expression unique, mais quels sont mes 5 arguments de vente? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un que je vais rencontrer dans l'ascenseur, à qui je vais discuter 20 secondes, 30 secondes, qu'est-ce que je vais lui raconter sur ma société et quels sont les 5 points clés? S'il n'y en a pas 5, s'il y en a 4, ça va. Mais est-ce qu'on est capable de, de formaliser un peu notre discours, le structurer et surtout le rendre encore plus fort. Mais ce n'est pas la liste de ce qu'est mon produit. Et ce qui est important, c'est plutôt la liste des bénéfices attachés à mon produit. Hein. C'est pour ça que je viens sur le deuxième point. C'est pas quand vous êtes face à quelqu'un qui achète votre produit, que vous avez passé des heures à mettre au point tel vis, que tel truc est super sophistiqué. Hein. À l'arrivée, ce qui l'intéresse, lui, c'est le bénéfice qu'il va en retirer. Sabrina? Oui, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, ça c'est sûr. C'est surtout regarder du point de vue client, qu'est-ce que le client va retirer de ce que vous proposez. C'est satisfaction client en fait. Hein. On revient sur la satisfaction client. J'achète un vis. Si mon vis, je mets mon tableau, le vis il tombe, j'ai pas de bénéfice. Par contre, si mon vis, le tableau, il tient bien et j'ai pas de problème et qui va tenir dans la durée et qui ne fait pas de fissures dans le mur, là, mon client, il va être content. Voilà. Donc là, du coup, on trouve sur les bénéfices. Alors, je crois qu'il faut, une fois de plus, c'est un peu comme l'étude de marché, il ne faut pas nécessairement intellectualiser ça, mais c'est super important que vous soyez capable de structurer ça de façon simple et d'avoir ce discours en 3, 4, 5 points très fort, très, étayé, et qui soit partagé par l'ensemble de votre personnel. Alors peut-être que vous n'avez pas de personnel, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, mais peut-être que vous avez aussi 2 ou 3 personnes qui vous aident, et tout le monde doit être aligné par rapport à ça. Alors, je vais vous prendre un exemple à l'extrême parce que de mon ancienne vie, on avait une force de vente où on avait une soixantaine de gars en France. Et quand on leur demandait quels sont les argumentaires de vente, on se rendait compte qu'on avait, je dirais pas 60 points de vue différents, mais probablement une trentaine d'argumentaires qui différenciaient. Et de faire le travail, de mettre ensemble tout ça et de leur dire non, il n'y a qu'une seule façon de parler de notre produit, c'est comme ça, et est-ce qu'on est bien clair là-dessus? C'était extrêmement puissant et extrêmement fédérateur pour toute l'équipe. Hein. Parce que voilà, on sait de quoi on parle et on arrive à créer un discours qui est encore plus puissant. Non, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand-chose de plus, si ce n'est que, en fait, voilà, vous allez trouver vos éléments différenciateurs, vous allez voir les bénéfices de vos services et vos produits, et c'est là-dessus après qu'on va. Donc là, c'est pas le webinaire qui est adapté là-dessus, mais c'est là-dessus aussi où vous allez pouvoir vous appuyer sur ces éléments-là pour travailler un pitch, donc une présentation, tout simplement.
Alors, moi, je vous encourage à faire un autre petit exercice, justement, c'est quand vous parlez de vos produits, vous faites 2 cases, vous divisez la page en 2 et vous mettez à droite bénéfices et vous mettez à gauche les attributs. Okay, et quand vous avez l'occasion de parler de votre produit, vous notez à gauche ce que vous dites qui relève des attributs du produit et vous mettez à droite ce qui relève vraiment des bénéfices pour la personne à laquelle vous voudrez adresser. Et probablement, vous allez voir, peut-être que je me trompe, et si je me trompe, c'est que vous êtes sur la très très bonne voie, mais probablement qu'au début, vous allez vous rendre compte que la majorité de vos argumentaires se situent dans la colonne de gauche. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à parler de votre produit, un petit peu de vous-même probablement. Okay, et vraiment, l'exercice que je vous propose, c'est vraiment de rééquilibrer, mais voire de rebalancer votre argumentaire vers la colonne de droite, vers la colonne des bénéfices. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compris? On pourra en reparler un peu plus tard si vous voulez. On passe au slide suivant. Ouais. Allez. Alors, pour le coup, c'est moi qui vais le démarrer un petit peu plus celui-ci. Donc, on a vu les 2 slides. Alors, je coupe juste, on a une question de Christelle en disant bénéfice, on parle de résultats. Non. 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 Le bénéfice, je parle de… en termes de bénéfice, je parle de… En qualitatif. Hein. De bienfaits pour le client. Oui. La satisfaction, je parle de la satisfaction reçue par le client. Hein. Il y a Rémi Tessier qui te pose une question, Frédéric. Le bénéfice, c'est-à-dire la valeur créée pour le client en termes marketing. Hein. La valeur créée pour le client. Je ne parle pas du tout de la valeur comptable. Hein. Excusez-moi s'il y a eu incompréhension là-dessus. Je ne parle pas du tout à aucun moment de dimension financière. Hein. Je parle de quelle est la valeur que je reçois. Quand je reçois un cadeau, et c'est la façon dont je l'utilise, la façon dont j'en profite, moi, à titre personnel, en tant que client. Voilà. Donc, Jérémy Tessier qui m'a envoyé un message. Donc, bonjour, Frédéric a commencé son intervention en indiquant qu'il y a 2 types d'études de marché. Il a parlé de la première, l'étude qualitative, et la seconde. Donc, forcément, la seconde, c'est l'étude quantitative. Donc, à savoir combien de nombres. Et l'étude quantitative, ça permet aussi de savoir pas quel public, mais combien on touche de personnes et combien pourront adhérer à mon projet, entre guillemets. C'est de là aussi, on va pouvoir travailler en fin d'étude quantitative sur un prévisionnel. Ça va vous donner des chiffres pour pouvoir travailler sur l'étude d'un prévisionnel. On a encore une question. Juste, Frédéric, tu es d'accord avec moi ou tu voulais rajouter autre chose? Oui. C'est-à-dire que, bien entendu, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est on n'est pas en train de parler du business plan, hein, c'est-à-dire on n'est pas en train de parler du document que vous allez présenter à la banque pour avoir des sous. Hein. On est en train de parler de la fondation, du fondement, hein, qui consiste à convaincre déjà l'interlocuteur qu'on a en face de soi que le produit, notre projet, il a une réalité commerciale, hein, parce qu'on a dit au début qu'il n'y a pas d'entreprise sans client. Okay, donc, c'est très important de pouvoir bâtir l'histoire qui consiste à dire, voilà, pour ce que je suis en train de faire, il va y avoir une clientèle, cette clientèle va être attirée par tels atouts, bénéfices, et voilà comment on va le vendre, et voilà pourquoi on va le vendre, voilà comment on va le vendre, et ensuite, voilà combien on va en vendre. Et toute cette logique-là, ça va être l'objet de l'étude de marché. Après, quels vont être nos coûts de production? Comment on va s'organiser en amont pour le faire produire? Comment on va s'organiser pour la logistique, pour le stockage? Est-ce qu'on va créer un site marchand? Est-ce qu'on va créer un magasin? Est-ce que ça, c'est d'autres questions qu'on n'a pas encore abordées. Hein.
Oui, non, là, on est vraiment loin de là. Non, ça, c'est vraiment les prémices, en fait, on va dire, du projet. Donc là, sur ce slide-là, en général, l'étude de marché, on va voir, on a différents items et on va voir un petit peu où on va aller voir, ou quel support, quel outil on va utiliser pour tel thème. Donc, le client potentiel, donc on a parlé tout à l'heure, une fois qu'on a défini d'un profil type, on va pouvoir travailler donc soit sur des enquêtes métiers, excusez-moi, enquête métier, c'est pour autre chose. Soit sur des enquêtes pour savoir si on a le bon client et si notre projet peut plaire. On peut le faire en physique et on peut le faire aussi par Internet. Donc, on peut utiliser les outils comme Google Forms, Dragon Survey ou SurveyMonkey. Donc, ça va être pour vraiment le digital, mais on peut s'appuyer aussi là-dessus pour pouvoir imprimer un questionnaire qu'on va pouvoir après aller sur le terrain, voir, interroger donc on va dire les clients potentiels. On peut s'appuyer aussi pour la démographie et les catégories socio-professionnelles sur l'INSEE. On appelle ça ODIL, c'est un outil, ODIL, O-D-I-L, qui va vous aider par rapport à la commune et votre code d'activité. Donc, il va y avoir la zone d'implantation, donc la commune, la zone d'implantation qui va être à peu près à 15-20 km de là où vous allez vous implanter, et la zone d'influence qui va être, on va dire, les quelques clients qui vont venir, mais qui vont être plus aux alentours de 30 à 40 km. Et là, vous allez pouvoir avoir, on va dire, des chiffres au niveau, on va dire, du profil type. Vous prenez des tranches d'âge entre 15 et 25 ans. Par exemple, votre persona, c'est une personne qui est entre 15 et 25 ans, qui est installée, qui a une situation professionnelle. Et à chaque fois, là, vous allez avoir des chiffres. Et c'est sur ces chiffres-là que vous allez pouvoir vous baser, excusez-moi, et fusionner aussi avec l'enquête pour pouvoir travailler sur les chiffres. Donc ça, c'est vraiment pour les clients potentiels. Odile, en ce moment, ne marche pas. Bien dommage. Ben voilà. Au 12 janvier, en fait, il y a le logiciel qui était supporté avec Odile, qui est Flash Media Player, qui s'est arrêté en date du 12 janvier. Donc, pour l'instant, il n'y a plus d'accès. Alors, je pense que l'INSEE va travailler avec un autre outil, mais en l'occurrence, là, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez faire des recherches sur tout ce qui va être population, logement, revenus, emploi, établissement par secteur auprès de l'INSEE. Voilà. Je vous invite aussi, pour travailler sur cette zone géographique, zone de chalandise, de vous appuyer peut-être sur la mairie, sur les collectivités aussi. Ils auront sûrement des dossiers, des recensements. Donc, à voir avec eux s'il y a la possibilité d'être diffusé ou pas. Si je prends la concurrence, donc bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, on va voir tout ce qui va être les concurrents. On peut faire le témoin mystère chez les concurrents, mais pour connaître un peu plus les concurrents, il y avait aussi Odile à l'INSEE qui révélait les 10 premiers concurrents sur le cœur de l'implantation, la zone d'implantation et l'aire d'influence. Malheureusement, donc, ce n'est pas pour aujourd'hui encore. Mais vous pouvez aller sur société.com, faire des recherches sur Google par code d'activité et zone géographique, et bien sûr les pages jaunes. Au niveau de l'environnement, ben moi je vous invite quand même à vous associer à la Provence Créative et Vaucluse Provence Attractivité, qui ils ont des super sites et ça va vraiment vous aider pour travailler vraiment dans l'environnement, pour savoir comment on travaille. La distribution, donc là c'est comment vous allez vendre votre produit, comment vous allez distribuer. Si vous êtes en boutique physique, je vous invite à vous rapprocher auprès donc, de la ville d'implantation. Donc ici, ça sera bien sûr Carpentras ou la collectivité qui va être la COV. La CCI aussi, qui a normalement des fois des listings de commerce ou de fonds de commerce à louer ou à vendre. Il y a les sites après e-commerce, on va avoir les sites marketplace ou les revendeurs en partenariat. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que vous aurez à la fin, donc sur tous les items que vous voyez là, sur tous ces logos-là, en toute fin, vous allez avoir les liens avec. Donc, vous pourrez aussi y aller.
Qu'est-ce que je peux vous parler? Il y a le CCI Store qui a beaucoup de… Alors, ce n'est pas des mini-applis, c'est des mini-sites qui peuvent vous apporter de l'aide sur de la gestion, sur la commercialisation. Je vous laisserai y faire un tour. Ça peut vraiment vous aider. La réglementation, là, ça va être BPI France, en fait, où vous allez pouvoir connaître toutes les réglementations, toutes les normes. Et je vous parlais tout à l'heure du dossier projecteur. Donc, en fonction de votre activité, vous pouvez avoir le dossier projecteur qui parle en fait de toute l'activité est vraiment en zone large, qui vous donne aussi même les éléments pour les besoins en investissement au départ. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est une mini… Oui, vas-y Alexandra. Au niveau de la réglementation, est-ce que les chambres consulaires ont également certaines informations? Bien sûr, mais ne serait-ce que je prends la chambre des métiers pour savoir si le métier est réglementé. Voilà. Il y a également les chambres consulaires et il y a aussi entreprise.gouv.fr qui peut vous aider là-dessus. Ok. Et la question qui était posée tout à l'heure, donc pour l'organisation de l'étude de marché, pour vous accompagner, donc il y a l'ECTI, il y a la Chambre de commerce et industrie de Vaucluse et il y a le RIL, bien sûr, et d'autres organismes qu'on va pouvoir trouver. Il y a les boutiques de gestion aussi, hein, mais sur Carpentras, on est plus au niveau du RIL. Voilà. On a également, juste un point, Frédéric, juste Initiative Ventoux également, qui est sur Carpentras, qui accompagne également à la création d'entreprises, mais qui sont aussi sur le volet financement. Voilà. Ouais. Exactement. Vas-y Frédéric, je te laisse. Moi, je disais, il y a IT, mais il y a aussi tout d'autres consultants, y compris des consultants professionnels, hein, dont c'est le job de mener pour le bien de leurs clients des études ad hoc. Hein. Si vous êtes un peu paumé, effectivement, au départ, peut-être que c'est intéressant de s'adresser à des gens qui, comment dire, ont un point de vue assez objectif et pas de, comment dire, peuvent mettre des moyens pour vous aider à structurer un peu le truc. Alors, des gens, effectivement, comme nous, comme RIL, on est, comment dire, vraiment, en ce qui nous concerne, on est bénévole, hein, donc il n'y a pas de problème. Je voulais rajouter quelque chose qui est que on ne peut pas, d'ailleurs, Julien, dans son introduction, c'est Julien, hein, oui, tout à fait. Oui. Il en a parlé, c'est tout ce qui est marketing digital. Hein, bien entendu, c'est l'arbre au milieu de la forêt. Pour le coup, là, il y a tout un écosystème qui s'est développé autour du marketing digital avec des palanquiers d'acteurs, hein, et aussi des consultants spécialisés là-dedans. Hein. Alors là, je dirais, c'est effectivement… Là, il faut en partie démystifier le truc parce qu'on peut accéder à des places de marché relativement simplement en consultant via Internet leur site et en passant un truc, en travaillant avec eux. Si on a des stratégies un petit peu plus complexes, ça vaut le coup quand même de travailler avec des gens dont c'est le métier, des agences dont c'est le métier qui… contre rémunération, bien entendu, mais qui peuvent déployer pour vous des vraies stratégies de marketing digital. Parce que souvent, une stratégie de marketing digital, on va dire, on a un site de vente, hein, on va dire, y compris si vous avez un site internet, vous pouvez vendre vos produits directement sur internet via une interface, via une application développée par un site de vente. Vous pouvez aussi trouver un revendeur, on est d'accord, mais surtout, comment faire connaître votre offre, ça c'est une autre stratégie, et c'est là où on est plutôt dans des stratégies Instagram, Facebook, que sais-je, où là il faut créer du buzz, il faut créer de l'histoire, il faut entretenir ça, et il y a des gens dont c'est le job, hein, et heureusement, hein, il faut que ces gens-là vivent aussi. Hein. Alexandra, du coup, on va passer sur l'autre. Il nous reste 10 minutes, c'est ça? Ça va être cher. Allez. Là, c'était un petit peu pour, comment dire, pour là aussi structurer un petit peu la réflexion autour de, comment dire, la stratégie marketing. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté des informations, qu'on sait à qui on va vendre et tout, comment je vais vendre mon produit. Alors,
À gauche, vous avez ce qu'on faisait traditionnellement. Moi, ce que j'ai appris quand j'étais à l'école, il y a bien longtemps, c'était les 4 P. Alors, on parlait des 4 P parce que en anglais, ça pouvait se décliner comme product, le produit, price, le prix, promotion. Promotion, c'est tout ce qui est, on va dire, alors on parle de promotion publicité, on pourrait dire, hein, publicité ou façon de parler du produit, hein, et la place. La place, ça définissait votre stratégie de distribution. Hein, okay. Donc, ça a plus ou moins donné la place à ce qu'on appelle aujourd'hui le 4C. Ça veut dire qu'il peut y avoir, selon le type de produit dans lequel vous vous êtes lancé, une vraie pertinence à utiliser ce cadre de réflexion, hein, les 4P. Mais de plus en plus, les gens réfléchissent par rapport à des 4C, qui est de dire je veux viser un certain client, j'ai des limites de budget, je vais attaquer une communauté et puis je veux rendre l'accès à mon produit super facile et tout ça. Donc, on est plutôt dans les stratégies digitales là. Et donc, l'un ne s'oppose pas à l'autre. On peut dire qu'on peut avoir des stratégies complémentaires ou des façons de réfléchir à votre stratégie marketing de façon complémentaire sur ces deux angles. Ce qui est très, très important, c'est le mot que j'ai mis en gras en haut, qui est la cohérence. C'est-à-dire que souvent, là où je challenge les gens avec lesquels je travaille, c'est de leur dire, attendez, vous voulez vendre un truc hyper exclusif, mais vous voulez qu'il soit chez Auchan. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas cohérent. Okay, il faut, même si on fait des choix et que ces choix peuvent être assez, entre guillemets, douloureux par moment, il faut s'y tenir. Parce qu'une fois que votre produit sera chez Auchan, il va perdre son image. Il va perdre son image de marque, il va perdre son image d'exclusivité. Hein. Et donc, la cohérence, c'est super important parce que ça va vous permettre de conduire et de maintenir votre stratégie de développement de votre offre. Si vous êtes incohérent, vous risquez de perdre les clients en route. Celui qui a payé un peu plus cher parce qu'il l'a acheté dans un magasin exclusif, ne va pas comprendre pourquoi tel produit se trouve moins cher chez Auchan ou ailleurs, et du coup, vous risquez de perdre ce client. Donc, ce que je veux dire par là, c'est vraiment de développer une démarche cohérente. Si vous faites un produit alimentaire haut de gamme, une glace haut de gamme par exemple, eh bien, si c'est vraiment haut de gamme, avec tout un tas d'ingrédients liés à la façon dont vous le produisez, au goût, au packaging, hein, le packaging est super important, il ne va pas falloir renier sur le packaging si on fait un truc haut de gamme, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. En même temps, les endroits ou la façon dont je vais le présenter et la relation client que je vais créer, il faut qu'elle soit de cette nature-là aussi. Il faut de la cohérence dans la stratégie marketing qu'on met en place. C'est essentiellement le message. On passe au slide suivant, ou tu as quelque chose à rajouter? Bon, bah, juste un exemple pour les achats. Donc, comme disait, je rebondis sur Frédéric, ce qu'il disait, les gens ils ne vont pas forcément acheter quelque chose de plus cher dans une boutique s'ils vont le trouver à Auchan. Donc, je peux donner un exemple. Si vous souhaitez intégrer donc, ces grandes surfaces avec vos produits, entre guillemets, il va falloir trouver un autre packaging et un produit, on va dire, à peu près différent. Il faudra qu'il soit différent. Il faudra bien scinder les deux produits. Et en général, on va créer une marque qui sera spécifique pour les distributeurs et une marque spécifique pour les boutiques. Voilà. Alors, on va essayer de tenir le temps parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vas-y. 6 minutes. On avait parlé de la relation avec le client et du suivi après-vente et tout ça. Je voulais juste faire un petit focus là sur la gestion du portefeuille de clients parce que je me rends compte que dans beaucoup de PME, c'est quelque chose auquel les dirigeants ne prêtent pas attention suffisamment. Ici, là aussi, je ne voudrais pas intellectualiser le truc. Mais entre une liste de clients avec juste un numéro de téléphone quand il est à jour et
un portefeuille structuré, il n'y a pas forcément un gros écart, mais c'est un écart qu'on doit se doter, on doit se doter d'une certaine méthode assez rapidement quand on commence à vendre. Alors, c'est quoi un portefeuille client? C'est un portefeuille, d'abord bien documenté en termes de contacts et d'informations sur les clients. Les informations à minima qu'on doit avoir, c'est le chiffre d'affaires qu'on réalise avec ce client et la marge qu'on réalise avec ce client. Okay, l'idée étant que ensuite, vous pouvez organiser votre portefeuille entre, par exemple, et ce n'est qu'un exemple, hein, parce qu'il y a différentes façons et des façons encore plus complexes d'organiser un portefeuille client. Je vais organiser ici en abscisse verticale les potentiels de développement en disant voilà, j'ai X clients, quels sont ceux qui ont du potentiel de développement et je mets une croix ou 2 croix ou 3 croix versus ceux qu'on n'ont pas. Okay, et puis, j'ai enfin, c'était en horizontal, pardon. Et puis, il y a ceux qui réalisent un gros chiffre d'affaires versus ceux qui réalisent un petit chiffre d'affaires. Et puis, je regarde ce que ça donne visuellement et je me dis, bien évidemment, une fois que j'ai compris ça, je vais avoir, mettons, 2 ou 3 sous-ensembles ou 4 sous-ensembles de clients. Il y a ceux qui sont gros, qui sont rentables, qui payent bien à temps et qui ont un fort potentiel de développement. Et tiens, c'est ceux-là sur lesquels je veux me focaliser. Et puis, il y a un certain nombre d'autres clients qui sont petits. Enfin, j'exagère, je suis dans la caricature là. Peu rentables et pour autant, je les visite ou je passe un temps presque égal avec eux à récupérer le pognon. Voilà. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est nécessaire de structurer votre portefeuille client, d'avoir des données qui vous permettent de faire des choix et des choix de stratégie commerciale en disant combien de temps je veux passer avec tel client, combien de temps je veux passer à développer ce compte versus combien de temps je veux passer à développer le compte Y. Hein. C'est ça l'idée de base. Voilà, c'est tout. Alors, je peux rajouter d'autres choses, hein, mais c'est vrai qu'en général, il faut bien parcelliser un petit peu ses clients et se dire quels sont mes bons clients, quels sont mes moyens clients et quels sont, on va dire, les clients auxquels je ne vais pas trop m'intéresser parce que ce n'est pas eux qui vont apporter le plus de chiffre d'affaires. Et c'est là-dessus où on va travailler sur une stratégie de relation client. Voilà, et la fidélisation. Voilà. C'est fidélisation, relation client. Au plus on a un meilleur client, au plus on va lui faire un cadeau ou on va aller, alors ça dépend de quoi. Hein. On est dans une boutique, on va avoir un cadeau spécifique. On va travailler dans les services, on va peut-être offrir un repas. On n'est pas obligé d'offrir un repas pour gagner en chiffre d'affaires directement. Hein. Ce n'est pas parce qu'on va faire un repas avec un client qu'on va parler forcément de chiffre d'affaires. On peut faire juste un repas professionnel classique et un prochain entretien qui pourra se dérouler encore autour d'un repas, travailler justement sur la partie financière commande. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un plus pour les clients de se dire, tiens, j'ai cette personne qui a le relationnel, qui ne vient pas à chaque fois pour dire combien je vais lui acheter. Donc, au niveau du timing, on commence à être un petit peu juste. Oui, très juste. Voilà, alors ça doit être notre dernier slide, notre dernier slide présenté. Après, ce serait juste des listes de contacts. Hein. Ça, c'est aussi un fondamental. Hein. Le fondamental, c'est de dire, moi, je ne sais pas comment je réussis si je ne me donne pas une cible et que je mesure. Hein. C'est-à-dire un objectif et puis je mesure contre cet objectif. Il est évident qu'on ne peut pas savoir si on a réussi tant qu'on ne s'est pas doté d'un certain nombre d'objectifs. On appelle ça les objectifs SMART, hein, parce qu'ils doivent être spécifiques, ils doivent être mesurables, ils doivent être atteignables, ils doivent être, alors j'arrive plus à les réalisables. Réalisables, temporellement définis. Voilà, ok. Et j'insisterai jamais assez là-dessus, et qu'il y a une boucle encore vertueuse, là, pour le coup, entre se fixer des objectifs,
analyser l'écart entre les objectifs atteints et les objectifs atteints, c'est-à-dire la réalité atteinte et les objectifs qu'on s'était fixés au départ, comprendre pourquoi, corriger, refixer des objectifs, et on est reparti pour un tour, et on est reparti pour un tour. Beaucoup de gens se bloquent là-dessus, beaucoup de gens, les gens que je conseille aussi, ont beaucoup de mal, comme pour se lancer dans une étude de marché, ils sont complètement inhibés face à la fixation d'objectifs, comment je définis les objectifs, je ne connais pas mon marché, ça sert à, je ne veux pas shooter un chiffre dans l'air et tout ça. Bien entendu, on ne vous demande pas de shooter un chiffre dans l'air. Ça doit être structuré, ça doit être, comment dire, induit par votre compréhension et votre analyse du marché. Mais c'est un élément de votre travail qui est indispensable et qui doit être inclus dans votre business plan. Moi, ouais, si je peux juste rajouter quelque chose, donc là-dessus, c'est vrai que c'est très très dur de se fixer des objectifs, même pour le départ. En général, les premiers objectifs, on le fait soit par rapport à un seuil de rentabilité, soit, et en général, évidemment, avec le prévisionnel. Et là-dessus, on peut travailler sur un tableau de bord avec des objectifs en fonction des saisonnalités. Et après, de voir en fonction avec la réalité, si on atteint les objectifs, si on ne les atteint pas, mais du coup, on va pouvoir réfléchir sur quelle stratégie de communication, quelle stratégie commerciale on va pouvoir adopter pour justement essayer d'atteindre les objectifs qui ont été fixés et récupérer les pertes qu'on a pu avoir sur les mois précédents. Ou si on a battu nos objectifs. Si on a battu nos objectifs, c'est très bien. Mais pourquoi aussi. Voilà, mais le fait de travailler sur un tableau de bord, ça permet de voir si les voyants ils sont toujours au vert par rapport à nos prévisions, on va dire, ou entre guillemets, s'il faut réadapter ou réajuster ces stratégies. Alors, bien souvent, parce que c'est complexe à faire, les gens ne le font pas. Moi, je dis, il faut décomplexifier le truc, démystifier le truc, mais il faut le faire. Démystifier et appuyez-vous sur les structures justement qui sont là pour vous accompagner, pour vous épauler dans votre projet et dans le démarrage de votre activité, et même par la suite, si votre activité arrive à un seuil, on va dire un seuil, mais qu'il commence à décliner justement, vous pouvez aussi contacter les structures donc, pour pouvoir retravailler faire un diagnostic et travailler sur des axes d'amélioration. Tout à fait. Bien, alors dernier slide donc. Donc là, c'était pour toutes les personnes, comme j'avais dit, j'avais laissé les liens par rapport au slide de l'étude de marché avec les logos. Donc vous aurez directement accès, voilà. Oui. Voilà. Donc le PowerPoint va vous être envoyé. Ensuite, on vous présente sur 2-3 slides le reel. Si tu veux en dire un mot en quelques secondes. En quelques secondes. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur le reel? Donc, moi, je suis Sabrina Bordiga, bien sûr, consultante en création et développement d'entreprise au reel. Donc, on fait beaucoup de choses. Donc, on part de l'idée, mais jusqu'au développement de l'entreprise. Ce qui n'est pas marqué dessus, c'est que l'accompagnement est complètement gratuit car il est financé. Nous faisons, donc là, on peut se former bien sûr au métier, échanger, héberger. Donc, on a de la domiciliation, on a des bureaux en location, mais également, et là par contre, je tiens à préciser, ce n'est que pour les adhérents, l'adhésion est à 50 € à l'année. On peut faire des ateliers de 2 heures où on va vous mettre en pratique sur certains thèmes. On travaille aussi, donc malheureusement avec la crise sanitaire, c'est un peu compliqué. On fait aussi des matinées de la création où on a des partenaires qui interviennent pour parler donc de leurs projets et des choses qui ont été mises en place avec eux. Et on fait des matinées, donc là, les matinées de la création. On fait les croissants aussi, donc pour les adhérents, on va pouvoir échanger avec les personnes adhérentes qui viennent au croissant. Et en général, on fait aussi une fois par an une soirée interréseau où on regroupe à peu près 200 chefs d'entreprise. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir présenter et échanger, donc, entre guillemets, vos cartes et connaître un petit peu plus de monde. Voilà, tout ce que je peux dire à peu près. Et on est quelques chargés d'accompagnement, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on traite un sujet avec vous, il n'y a pas de souci. Frédéric, si tu veux dire un petit mot sur l'Acti. Alors, Acti, c'est une
c'est une organisation nationale, c'est une association qui est composée de seniors, c'est-à-dire de gens qui ont quitté le monde de l'entreprise, qui ont fait leur carrière. Et il y a des profils très, très différents, comme des financiers, des gens qui ont une expertise juridique ou informatique ou marketing ou direction d'entreprise et tout ça. Et donc, en fait, ici dans le Vaucluse, on est une quarantaine d'adhérents. On intervient de façon bénévole, hein, à la demande des entreprises qui veulent une mission ou des administrations aussi, ou des organisations territoriales, hein, des collectivités territoriales. Donc, on intervient souvent en petits groupes, c'est-à-dire qu'on essaie, par rapport à une mission donnée, de se retrouver à 2 ou 3, d'abord pour apporter un point de vue un peu différent, puis apporter un angle de compétence un peu différent. Voilà, on intervient de façon bénévole pour les entreprises, comme je l'ai dit. Par contre, il faut payer nos frais, hein, quand même. Hein. On a besoin de manger et puis de mettre du gaz dans la voiture. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Alors, on a une question de Florence qui nous demande, donc, dans le contexte sanitaire actuel et économique, quels sont les éléments à avoir absolument pour obtenir des financements, les must-have. J'allais dire, ça va dépendre du projet, ça va dépendre des besoins, ça va dépendre de votre apport. Ouais. Alors, pour obtenir un financement, de toute façon, il faut que tu aies un business plan, Florence. C'est-à-dire, il faut que tu aies, à l'horizon de 3 ans, une projection financière de ton entreprise. Année 1, année 2, année 3. Pour arriver à faire cette construction intellectuelle, qui est vraiment une construction intellectuelle, hein, parce que il faut imaginer que tu n'as vraiment pas toutes les réponses à toutes ces questions. Il faut que tu sois pratiquement capable de dire combien je vais avoir de clients, quel va être le revenu moyen par client, quels sont les produits que je lui vends. Donc, il va falloir que tu déconstruises ton plan sur 3 ans en disant voilà les informations clés qui permettent de valider les hypothèses que je fais. OK ? Et je ne connais pas l'industrie ou le secteur d'activité dans lequel tu es, mais il y a un certain nombre d'indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs clés, qui permettent de piloter l'activité, qui permettra aussi à quelqu'un d'extérieur, mais d'aviser, de regarder ton business plan et de dire c'est crédible ou c'est pas crédible. Si par exemple, tu fais un business plan qui, au bout de 3 ans, permet d'atteindre tel chiffre d'affaires, mais sous l'hypothèse que, par exemple, tu aies vendu, je ne sais pas, 50 000 repas dans la région Carpon-Sud, eh bien, il y a quelqu'un qui va te dire, c'est pas possible, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce que simplement, si on regarde le nombre de gens qui habitent dans ce coin et le nombre là, il faudrait que vous ayez un lieu qui puisse accueillir 100 personnes par jour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut de la cohérence à tout ça et puis il faut des indicateurs clés. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable, toi, de définir les indicateurs qui vont fondamentalement déterminer comment ta société va pouvoir performer sur 3 ans. Alors, la partie financement, on l'abordera un petit peu mardi prochain. Donc, mardi prochain, on va aborder la thématique des étapes constitutives d'un projet de création. Et on a également une thématique spécifique au financement le 18 février. Voilà. Et dans tous les cas, vous pourrez toujours poser vos questions et les partenaires sont présents pour des rendez-vous en direct pour traiter directement vos demandes. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. On a dépassé un petit peu. Merci beaucoup, Sabrina. Merci, Frédéric. On espère que vous avez pu avoir des informations. Dans tous les cas, vous avez les coordonnées des partenaires et vous aurez le replay du webinaire donc, sur Internet et je vous enverrai tous les liens dans la journée. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors. On va se retrouver sur l'autre lien. Hein, nous, hein. Ouais.